donc Charles-Henri Dovini qui est avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Le vendredi, on parle de vos finances personnelles et on parle aujourd'hui d'activisme actionnarial. Charles-Henri, bonjour. Bonjour Grégoire. Président de la F2IC, je le rappelle, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. L'activisme actionnarial avec un dernier cas emblématique qui fait l'actualité en ce moment, c'est le cas Danone. Quels enseignements est-ce que vous tirez à ce stade de les fonds activistes présents au capital de Danone aujourd'hui et qui sont de plus en plus vocaux depuis quelques semaines, Charles-Henri? Alors là, vous dites les fonds activistes. Alors il faut à un moment ou à un autre faire une différence entre les différents fonds. Moi, je préfère parler aussi de fonds actifs, à un moment ou à un autre, qui s'expriment. Il y a une connotation... Non, mais c'est intéressant. Le vocabulaire est... Activisme, pour moi, il n'y a pas de connotation négative. Mais dans l'imaginaire collectif... Et dans l'imaginaire collectif et des politiques et de ces choses, c'est une traduction littérale du mot activisme anglais, anglo-saxon, et qui, donc, à un moment ou à un autre, donne le sentiment que c'est des fonds... Alors, de temps en temps, on met un vocabulaire vautour... Mais ça a été écrit à nouveau ces dernières semaines, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, pas du tout. Je veux dire que les short-sellers, on en a parlé la dernière fois sur GameStop, peuvent être aussi des acteurs du marché financier, parce qu'ils montrent du doigt un certain nombre d'entreprises qui ont des difficultés, et que donc, à partir de là, ils disent au marché, attention, faites attention, moi je suis à la vente à découvert parce que cette boîte ne va pas bien. Donc, ils ont leur utilité sur le type de marché financier. En revanche, là, sur le cas Danone, moi, ce qui m'a frappé, c'est pas Bluebell, c'est Artisan Partners qui est arrivé. Artisan Partners, c'est un asset manager. C'est Amundi. Je dirais que Artisan Partners en Californie, c'est Amundi en France. Et là, Artisan Partners, pour la première fois, prend position et dit voilà, il y a un vrai enjeu de gouvernance chez Danone. Je prends 3% et je vais poser et dire mon opinion. Voilà. Et donc, là, il y a un vrai sujet en termes de dialogue actionnarial. Et la réaction, et c'est là où moi, en tant que président de la Fédération des investisseurs individuels, je dis, vous, entreprise, écoutez vos actionnaires. C'est pas parce qu'on va critiquer qu'on n'est pas derrière vous. À un moment ou à un autre, on est pour le dialogue actionnarial, on est pour la démocratie actionnariale. Donc là, Artisan Partners a peut-être raison, je n'en sais rien, je ne connais pas le dossier, je ne suis pas actionnaire de Danone. Nous, fédération, on n'a pas à prendre position, mais je dis juste, il faut que le dialogue s'instaure et que je pense qu'en France, de plus en plus, il faut que ce dialogue s'instaure. On pourra éventuellement parler du cas Suez, Veolia, on en avait parlé la dernière fois avec l'intervention du gouvernement, où j'ai trouvé ça totalement grotesque que le ministre prenne position sur le dossier Suez, alors que les actionnaires ne se sont pas encore prononcés. Je veux dire qu'un actionnaire de Suez, pourquoi il irait vendre à Veolia? J'en sais rien. Peut-être qu'il a peut-être envie, plutôt au contraire, de rester indépendant avec le management de Suez. Pourquoi, dès le départ, se dire que les actionnaires vont vendre leurs actions à Veolia? C'est pas, rien n'est acquis. Au contraire, établissons le débat. Et grâce à vous, on peut discuter des choses et qu'à partir de là, à un moment, il y a une AG. Mais vous dites, non mais ça m'intéresse, certaines entreprises, est-ce que c'est très français, je n'en sais rien, mais ont trop longtemps balayé d'un revers de main, justement, effectivement, la verbalisation de certaines critiques par des activistes ou des fonds actionnaires professionnels. Et moi, je note que dans la communication de Danone, depuis quelques semaines, le ton a changé. C'est-à-dire que le dialogue avec tous les actionnaires est devenu une priorité absolue. Ça a été écrit dans un communiqué de l'entreprise. Voilà, mais bon... Ce qui sous-entend que ce n'était pas forcément la priorité précédemment. C'était pas Non, mais il y a encore une déclaration d'un dirigeant d'entreprise en traitant un fonds d'investissement, en disant que c'était un fonds court-termiste, alors que le fonds en question, il est actionnaire depuis 5 ans dans l'entreprise. Pour moi, un fonds court-termiste, c'est quelqu'un qui fait un aller-retour pendant 2 mois ou 3 mois. Mais c'est pas, en l'occurrence, c'était pas le cas. Ça faisait 5 ans que le fonds est actionnaire de l'entreprise. Et il accompagne. Bon, donc, il faut arrêter de croire que quand vous avez un fonds dans votre... ou des actionnaires dans votre entreprise, qu'ils sont contre vous. Et c'est pas parce qu'ils disent quelque chose qui ne va pas vers ce que vous souhaitez, vous, management, que il faut absolument leur couper l'herbe sous le pied et faire une campagne de communication, de dénigrement sur ce qu'ils peuvent être et toutes sortes de choses.
et laissons justement ces actionnaires trancher au moment de l'AG. Bon, justement, comment vont se passer les AG cette année, Charles-Henri? On en avait parlé avec Aldo Sicurani, donc le DG délégué de la F2IC, en fin d'année dernière. C'est vrai que l'année dernière avait été une année tellement particulière, avec en plus la crise pandémique qui venait se confronter au calendrier des assemblées générales. Il a fallu en urgence organiser des AG virtuels. Là, j'ai envie de dire, les entreprises ont eu un peu plus de temps. Les AG vont revenir d'ici quelques semaines, quelques mois. Est-ce que le terrain a été mieux préparé cette année, selon vous, Charles? J'espère, mais j'en doute. Pourquoi? Je pense que en termes de présentation, et qu'on pourra assister en direct aux AG et qu'il n'y aura pas forcément que des vidéos, des retransmissions en replay des AG, mais il y a 2 droits fondamentaux des actionnaires au moment de l'AG. C'est de pouvoir poser des questions en direct et de pouvoir démettre de ses fonctions un administrateur en direct. Et ça, je pense que ces 2 droits ne pourront pas être mis en place au cours de des prochaines AG, parce que les entreprises n'auront pas fait l'effort de pouvoir identifier en amont les participants virtuellement aux AG. Alors que ça se fait dans d'autres pays. C'est possible, oui, j'allais dire, voilà. C'est possible. D'accord. Techniquement, c'est possible. Il y a différents acteurs qui peuvent le faire. Mais ça a l'air d'être trop complexe pour les Français. Et surtout, donc les boîtes nous disent, nous, on ne le fait pas parce que on ne sait pas qui va poser la question, est-ce qu'il est actionnaire ou pas. Et la personne qui va voter... Les moyens modernes permettent d'identifier quand même une personne qui est derrière son écran ou derrière son téléphone. Allez, je veux dire, très franchement, vous avez votre Access. Avec votre Access, c'est assez simple. Bon, mais... Il y a un chouïa de mauvaise volonté, vous dites peut-être, Charles-Henri. Non, mais ou un manque d'anticipation. Je pense que et maintenant, il y a un manque de volonté, oui. Ouais. Donc ce sera encore un moment de démocratie actionnariale qui sera un peu particulier cette année, alors. Oui, parce que les questions vont être posées en amont. Ensuite, donc les entreprises pourront toujours sélectionner les questions qui vont être posées au cours de l'AG en disant voilà, donnez-moi vos questions. Et puis à ce moment-là, alors certaines entreprises, et je le reconnais, vont faire ça en direct, poser des questions, quelle que soit la personne qui posera. Non, mais le marché fera l'indistinction. On parle aujourd'hui des critères ESG à tout va. Dans le ESG, il y a la question de la gouvernance. Les entreprises mieux disantes de ce point de vue-là se distingueront des autres, j'imagine. J'espère. Ouais. J'espère. Il y en a certaines qui vont accepter n'importe quelle question au cours de l'AG. En revanche, pour le vote, là, c'est pas encore, on n'est pas encore arrivé à ce sujet, et c'est dommage. Je trouve que franchement, c'est dommage parce que c'est vraiment un moment fort dans la vie des actionnaires. Et on le voit d'ailleurs dans la dernière étude qu'on a faite, et chez les jeunes plus particulièrement, on voit qu'ils veulent s'impliquer dans la vie de l'entreprise. Quand ils deviennent actionnaires, c'est pour véritablement peser, et que donc si on leur offre pas cette possibilité, est-ce qu'ils vont se détourner de la bourse? J'en ai un peu peur et ça me chagrine un peu parce qu'on avait franchi pas mal de pas. Ça veut dire, on finira là-dessus, mais ça veut dire que ces entreprises qui ne souhaitent pas faire l'effort effectivement d'une implication en direct des actionnaires, elles considèrent qu'il y aura un retour à la normale et que d'ici un an, on reviendra à des AG en présentiel, alors que la partie digitale est quand même amenée à se développer, et que justement cette numérisation de la démocratie actionnariale, elle permet justement de rendre encore plus efficace cette démocratie actionnariale. C'est quelque chose qui va rester, ça, Charles. J'espère bien que l'année prochaine, en 2022, on pourra assister physiquement et en digital, voter en digital, poser ses questions en digital, comme on pourra le faire de manière présentielle. Et j'espère que toutes les entreprises cotées vont pouvoir s'y mettre. Et mon voisin de droite peut-être en parlera. Nicolas Duep, le président fondateur d'Alchimie, oui. Voilà, quand il va organiser son AG, parce que je crois qu'il a quelques actionnaires individuels, est-ce qu'il va s'y mettre aussi? Pourquoi pas? On va parler de chaîne thématique avec Nicolas Duep. Peut-être qu'il y a une idée à créer justement autour des assemblées générales d'entreprise ou de
ces moments importants, effectivement, dans la vie des entreprises. Je ne sais pas si ça vous inspire une réaction, Nicolas. Elle est la bienvenue. Hein. En tous les cas, moi, j'ai fait une IPO qui était 100% confinée, donc j'ai fait 100% digital. Ouais. Donc, quelque part, revenir au physique dans la vie d'alchimiste, ça va être plutôt de faire l'inverse. Et je dois reconnaître que dans toute cette phase d'introduction en bourse, autant on n'a pas le roadshow classique à rencontrer les institutionnels, mais on a rencontré énormément d'investisseurs individuels qui avaient l'occasion, grâce au Zoom, de dialoguer directement avec le dirigeant. Donc on a eu beaucoup de questions et effectivement on les prenait en direct. Certaines étaient pertinentes, d'autres moins pertinentes, mais ça fait partie du dialogue. Et on a constaté à ce moment-là qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes qui étaient venus et qui sont passés à un autre mode de relation. C'est-à-dire que moi je découvre, pour être tout à fait honnête, mais je viens quand même des réseaux sociaux, je viens quand même de cet univers-là. Et quand on a 25 ans, 30 ans, qu'on a découvert la bourse au moment du premier confinement, on pose une question sur Twitter, on n'attend pas du dirigeant d'avoir une réponse l'année suivante. Non. Et donc, on doit intégrer ça. Nous, on est plutôt natifs là-dessus. Moi, ça ne me surprend pas, de la même façon qu'il y a des forums et qu'il y a des débats qui s'y organisent. Et donc, on doit s'inscrire là-dedans. Alors, en revanche, je suis preneur d'une question, c'est quel est l'outil pour voter en ligne? Parce que là, je n'ai pas encore été formé là-dessus. Vote Access, nous dit Charles-Henri. Très bien, bon. je note. Merci beaucoup, Charles-Henri, pour cette discussion autour de l'activisme actionnarial, avec bientôt, dans quelques temps, le retour des AG. On aura l'occasion d'en reparler avec vous, j'imagine. Charles-Henri Devigny, le président de la F2IC, qui était avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse.